Bonjour tout le monde! Est-ce que vous m'entendez bien en arrière? Oui, super. Bonjour, je m'appelle Nathalie Doré. Je vais être la modératrice pour cette table ronde aujourd'hui. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Vous avez navigué l'hôtel pour vous rendre ici. Donc, c'est le tourisme d'affaires, un levier pour accroître la performance économique et le leadership du Québec sur l'échiquier international. Donc, on a un super panel pour vous aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais inviter le sous-ministre adjoint, M. Jesse Baron, de venir partir notre table ronde. Bienvenue, Jesse. Bonjour tout le monde. Très content de vous voir aujourd'hui. C'est un atelier qui est vraiment important pour le ministère du Tourisme pour aller chercher davantage d'événements d'affaires, de faire en sorte de développer le tourisme d'affaires dans toutes les régions du Québec. Évidemment, la pandémie est venue apporter son lot d'enjeux, son lot de re-questionnements sur la suite des choses. Et puis, on a entamé vraiment cet été une vaste consultation auprès de nos partenaires privilégiés pour se projeter dans l'avenir, faire en sorte qu'on réfléchisse à comment on peut faire en sorte de devenir un chef de file à l'international. Quand on parle avec nos partenaires, quand on parle avec les autres provinces, quand on voit avec les collègues américains, on voit que le Québec a tous les atouts pour se démarquer en cette matière-là. On a des régions magnifiques, on a des infrastructures qui sont intéressantes. L'idée, ça a été de travailler avec les partenaires cet été, de réfléchir quelles sont les pistes. Maintenant, aujourd'hui, on est en continuité de cette démarche-là. On veut réfléchir avec certains joueurs qui sont peut-être des partenaires moins, je dirais, de proximité avec nous, mais qui nous permettront d'aller peut-être, dans certains cas, plus loin sur des thématiques, d'alimenter la réflexion avec le partenaire. Parce que pour réussir une stratégie qui va être structurante, porteuse et globale, pour nous amener ailleurs au Québec en matière de tourisme d'affaires, d'aller chercher l'ensemble des gains pour les différentes régions du Québec, bien, il faut réfléchir ensemble, il faut réfléchir en partenariat. Puis l'ensemble des joueurs qui sont ici, il y a des gens avec lesquels on travaille moins souvent, c'est vraiment important que vous puissiez nous alimenter sur la suite des choses, parce qu'on veut vraiment que cette stratégie-là soit en cohérence avec ce que vous avez envie. Puis quel bel événement que c'est de Montréal pour nous amener ailleurs, de réfléchir parfois en dehors de la boîte. Donc, on veut saisir toutes les opportunités pour aller chercher l'ensemble des idées. Donc, merci vraiment pour votre participation. Merci aux panélistes. On a participé à des rencontres préparatoires, puis c'est vraiment intéressant de voir tous les points de vue. On va travailler sur l'innovation. On va travailler sur les liens entre le tourisme d'affaires et le tourisme d'agrément. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent se nourrir entre un et l'autre. On va réfléchir aussi à un point extrêmement important pour le ministère. Comment on peut mieux intégrer la question du durable dans notre façon de travailler en tourisme d'affaires. Donc, tourisme d'affaires, voir aussi les tendances au niveau international. Il y a des pays comme la France qui sont extrêmement proactifs pour agir sur ces questions-là, aller chercher des événements à l'extérieur, faire des partenariats avec d'autres pays. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller chercher ce point de vue-là. On ne peut pas faire non plus sans tenir compte du contexte pandémique. Qu'est-ce que c'est venu changer? Donc, on va aborder ça aussi au niveau de l'atelier. Donc, encore une fois, un grand merci pour votre participation, votre présence. Je remercie également C2 Montréal pour cette incroyable opportunité. On est vraiment chanceux d'être ici avec vous ce matin. Le ministère de l'Économie également, les panélistes, les partenaires avec lesquels on a travaillé, puis avec lesquels on va continuer à travailler pour la suite des choses, pour avoir la stratégie, et l'équipe du ministère. Un merci spécial à Nancy, des communications, puis à Geneviève Quentin. Vraiment un grand merci. C'est très apprécié le boulot qui a été fait. Donc, sur ce, au plaisir d'échanger avec vous, puis bon panel. Merci, Jesse. Fort de sa riche expérience tant dans le secteur privé que public, il a une solide expérience des enjeux économiques et métropolitains. Il préside le Conseil des grandes villes canadiennes, le Comité consultatif sur le développement économique du territoire, créé par la mairesse Valérie Plante, ainsi que le conseil d'administration du Festival Montréal en Lumière, en plus de siéger sur plusieurs autres conseils d'administration. Monsieur Leblanc, merci. Notre deuxième intervenante va être Mme Caroline Lepage. Elle a œuvré au développement économique pendant 12 ans. Sous sa gouverne, l'entreprise évolue rapidement
Et en 2018, Agora et Opus 3 fusionnent pour devenir un joueur incontournable au Québec. En 2020, MPI lui décerne le prix Personnalité de l'année pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement de l'industrie, pour ses réalisations, son influence et son leadership. Récemment, elle cédait AO3 à une relève. Depuis, elle agit comme mentor auprès d'autres entrepreneurs. Je vous invite à l'accueillir. Elle est déjà sur scène. C'est formidable. Vous allez voir que notre panel est très diversifié. Notre troisième intervenant, M. Vincent Giraud, il a rejoint le Club Med en 2012 et occupe maintenant le poste de vice-président Canada et opérations commerciales Amérique du Nord. Il est en charge de développer l'activité commerciale de ce marché en forte croissance. Je ne sais pas si vous êtes allé au Club Med, mais c'était vraiment formidable. On va avoir notre troisième invité. De ce côté-ci, je vais inviter Mme Caroline Voyer. Caroline est une leader et une pionnière de l'éco-responsabilité des événements et de la culture au Québec. Forte de sa formation en performance environnementale des organisations et en animation culturelle, elle se voit confier le poste de directrice du Réseau des femmes en environnement en 2003. Ses diverses implications l'ont menée à co-initier le Conseil québécois des événements éco-responsables, une référence dans le domaine de l'éco-responsabilité. Grâce à sa grande implication, elle souhaite inspirer l'accélération d'adoption de pratiques durables dans la communauté. Parmi les organisations qu'elle accompagne, on retrouve notamment la Ville de Montréal, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec et Tourisme Montréal. Donc, un autre angle, merci. Bienvenue. Notre cinquième intervenant est M. Stéphane Martel. Il est le fondateur et PDG de Ulism, un cabinet boutique d'innovation qui se spécialise dans les événements d'affaires depuis 2011. Son parcours professionnel et la mission qu'il s'est donnée avec Ulism de créer des opportunités d'affaires basées sur la qualité des relations humaines font de lui un expert de choix en matière d'expérience participant et de design d'événements non conventionnels. Merci Stéphane de participer au panel. Et nous avons un invité surprise ayant pris la décision de participer à C2 Montréal il y a 3 jours, M. Laurent Chiron. Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans l'industrie événementielle et touristique, il évolue depuis 20 ans chez Viparis, un leader européen dans l'accueil du congrès et de salons. Maintenant directeur exécutif, il occupe notamment du commerce, du marketing et du développement réinventé. Et lui et son équipe gèrent 12 sites événementiels majeurs du Grand Paris, accueillant 10 millions de visiteurs par année dans plus de 1000 événements. Donc, vraiment incroyable. Merci d'être ici. Donc, la façon qu'on va procéder, chaque intervenant va nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur pour le sujet. Et ensuite, on va avoir des questions qu'on va adresser au panel et on aura une question du public. Donc, on commence avec vous, M. Leblanc. Merci. Je vais essayer de ne pas prendre les 45 minutes. Bon, comment, du point de vue d'une chambre de commerce dans une grande ville, on aborde le tourisme d'affaires? D'abord, c'est un secteur extrêmement important en soi. Toute la dynamique du secteur, que ce soit l'événementiel lui-même, l'hôtellerie, la restauration, tout ce qui peut en profiter dans l'économie métropolitaine, c'est un pilier très important. Et on le voit beaucoup, et ça, on ne le réfléchit pas assez, son impact du tourisme d'affaires sur nos secteurs de force. Ça fait un bon bout de temps qu'on dit qu'on devrait essayer d'avoir l'événement biannuel aux 2 ans, peut-être annuel, mais aux 2 ans, en intelligence artificielle sur la planète. Ce qui se passe à Paris avec le Bourget, Farnborough, si on avait ce même type d'événement central où tout le monde sait qu'ils viennent à Montréal dans ce secteur-là aux 2 ans, ça aura un impact formidable sur à la fois l'attraction d'attention sur ce qu'on produit ici, les talents qui viendraient, les investisseurs potentiels, les partenaires d'affaires potentiels. Donc, il y a une logique dans le tourisme d'affaires qui devrait aller bien au-delà du secteur lui-même et qui devrait être de son impact sur l'ensemble des secteurs de force de l'économie. Et il y a le troisième point qui est important, qui est la transformation du touriste d'affaires en touriste point final. Donc, est-ce qu'il reste plus longtemps? Est-ce qu'il vient avec sa famille? Est-ce qu'il va passer ses vacances d'été ici s'il y a un congrès, un colloque ou une foire juste avant? Et ça a un impact donc sur l'ensemble du secteur touristique. Quand on l'aborde d'un point de vue de mes interventions, c'est sous l'angle stratégique. Et là, la première chose, c'est les capacités.
Ça n'a aucun sens que notre palais des congrès à Montréal soit trop petit, d'année en année devienne relativement trop petit. Et si on voulait accueillir l'événement en intelligence artificielle dont je parlais tout à l'heure, on aurait probablement une contrainte d'espace et c'est peut-être déjà trop tard pour essayer de se positionner. Donc là, il faut convaincre les pouvoirs publics d'investir massivement, rapidement et de le voir comme étant un actif. Stade olympique, centre de foire. Hier, je vous annonce que le ministre Girard s'est engagé dans notre débat économique à ce que d'ici 4 ans, le toit du stade soit refait, ce qui va être bon. Mais on ne peut pas avoir un centre de foire dans un no man's land de desserte et d'offres au sens hôtelier du terme, au sens restauration variée, au sens commerce. Donc, ça veut dire que si on prend le stade olympique et on en fait un centre de foire intégré peut-être dans une dynamique conjointe avec le Palais des Congrès, il faut y mettre des installations autour de l'activité de la foire ou du colloque ou de la conférence avec des partenaires potentiels et pas de se ramasser à 2, 3, 4, 5 kilomètres en taxi. Il faut travailler sur... il faut dérisquer l'activité d'attirer des foires commerciales, des grands congrès. Présentement, il y a des programmes en place qui réduisent un peu le niveau de risque, mais il en demeure pas moins que pour des organisations qui sont souvent impliquées pour attirer le grand congrès mondial dans leur domaine, il y a un risque financier. On l'a vécu nous-mêmes à la Chambre quand on a été sollicité pour essayer d'attirer le grand congrès mondial des chambres de commerce. Et on s'apercevait, quand on regardait rapidement, que ça allait nous coûter entre 150 000 et 500 000 de déficit de l'attirer. Ça n'a aucun sens. On peut le faire pour l'ensemble de la communauté d'attirer, mais si on veut vraiment essayer de dérisquer pour les organismes locaux qui vont attirer ces grandes foires internationales, il faut avoir des dynamiques qui vont enlever cette pression financière si jamais ça ne se déroule pas parfaitement. Il faut travailler sur le produit, évidemment. Dans la région de Montréal, on soutient C2 depuis le jour 1. Je pense que la Chambre avec Tourisme Montréal, on a mis les 250 000 premiers dollars dans C2 quand il n'y avait personne d'autre qui mettait un sou. Et l'idée, c'est de développer ce produit d'appel, cette occasion unique, à la fois de créer un hype autour de Montréal, de créer une habitude d'y venir et une réceptivité dès qu'on vous propose quelque chose, de considérer Montréal, que ce soit parce qu'on organise quelque chose ou parce qu'on est sollicité. Finalement, je pense que, et c'est pour tout le Québec que c'est important, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus efficace dans la stratégie, comme je le disais, de transformation du touriste d'affaires en touriste point final. Et là, je comprends, là, il y a la fameuse excursion quotidienne, excursion à Québec, si on est dans Charlevoix ou de Montréal, est-ce qu'ils vont aller passer un 24 heures à Québec? Mais la stratégie devrait être d'essayer de compter le nombre de nuitées additionnelles qui se deviennent du tourisme point final, d'essayer de préparer le plus possible en amont parce que ces décisions vont rarement s'improviser une fois qu'on est en déplacement, surtout si ça implique les conjoints ou la famille, et finalement faire en sorte que du point de vue de l'organisateur potentiel qui a attiré la grande foire, le grand colloque, celui qui justifie, l'événement qui justifie le déplacement, que cette organisation-là semble qu'elle n'a pas elle-même à se préoccuper de ça. Moi, j'ai vu des situations où des organisations qui attiraient des grandes foires devenaient presque les promoteurs touristiques pour essayer de convaincre l'organisme mondial d'essayer de maintenir en place au Québec les gens plus longtemps. C'est encore une fois une pression inutile sur ces organisations qui essaient d'attirer les grands colloques, les grandes foires. Voilà, je vous mettais la table générale sur ce que la Chambre de commerce, sur ce que moi je fais. Et je vais faire une passe finale en disant, moi, je pense que Tourisme Montréal est une organisation absolument essentielle. Je pense qu'on doit avoir ces espèces de champions locaux qui connaissent le produit, qui connaissent les joueurs. Et je mettrai un petit chapeau en disant, ça serait bien si Tourisme Montréal avait un mandat métropolitain, parce que je ne crois pas que le tourisme est une affaire ultra-locale, de la même façon que Montréal International attire de l'investissement sur la région métropolitaine. Tourisme Montréal devrait avoir un mandat d'attirer du tourisme sur la région métropolitaine. Merci. Merci, Michel. Très bon point. On va passer la parole maintenant à Caroline. Merci d'avoir si bien mis la table. Il y aura beaucoup de convergence entre ce que je vais aborder et ce que vous avez dit. On nous a demandé dans un premier temps de dire comment la pandémie nous a affectés. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. On était des organisateurs d'événements à la base. C'était la catastrophe. Tout s'est arrêté, évidemment. Par contre, ça a permis quand même qu'il y ait de bonnes choses qui émanent de la pandémie, dont notamment la mise en lumière que le tourisme d'affaires, on en a eu une preuve éclatante au moment où c'est arrivé,
était le parent pauvre du tourisme. Il y a plein de gens dans la salle qui me connaissent. J'ai tendance à être assez franche. Donc, le tourisme d'affaires était méconnu, sous-estimé, voire complètement ignoré régulièrement. Et le tourisme d'affaires, ça comporte passablement d'événements que sont les salons commerciaux, les réunions d'affaires, parfois même à l'intérieur des entreprises et des congrès internationaux. Et ça implique aussi le tourisme d'affaires, toute une série de fournisseurs liés à l'industrie qui, eux, sont des entreprises ou elles sont des entreprises privées détenues par des chefs d'entreprise souvent localisés au Québec. Et là, il y a eu vraiment un fort impact et on s'est rendu compte qu'on était représenté nulle part. On s'est retourné, il y avait Tourisme Montréal qui était là, oui, mais pas pour défendre les entrepreneurs qu'on était et les entreprises qu'on représentait. On parle d'autocars, d'audiovisuels, de photographes, d'animateurs. Tous ces gens-là, soudainement, étaient impactés et n'avaient pas voix au chapitre. Alors, à ce moment-là, quelques fournisseurs et moi, on s'est réunis autour d'une bière virtuelle et on s'est dit, on est dans l'angle mort, on va passer sous le radar, on n'aura aucune aide financière. En général, le tourisme d'affaires représente environ 30 % des retombées économiques du tourisme dans son ensemble. Un touriste, un individu qui vient ici par affaires, va dépenser 2 fois plus qu'un touriste d'agrément. Mais c'était méconnu. Et je dois dire que le tourisme d'affaires n'a pas l'attention qui est équivalente à son impact économique. Puis c'était un peu le but. Et là, nous, on s'est dit, il faut se rassembler. Alors, on a créé le regroupement de l'industrie des événements d'affaires pour représenter l'ensemble de la chaîne des fournisseurs qui la composent et faire en sorte que nos entreprises carrément survivent. Et ce faisant, on a voulu être très pragmatique, créatif. Il y avait Stéphane, il y avait Michel, mon compétiteur que je croisais dans les portes à Tourisme Montréal, alors que tous les deux, on essayait d'avoir les mêmes mandats. On s'est réunis et on a voulu avoir aussi des propositions constructives qui se collaient sur des données factuelles et réelles et des programmes souvent existants. Le pari a été réussi, le tourisme d'affaires a eu une écoute, on a été intégré dans les programmes d'aide, ce qui nous a permis de survivre. Je dois dire qu'avec rétrospective, on était quand même assez juste quand on a proposé des mesures qui étaient survivre, relancer et la nouvelle réalité. Et dans la nouvelle réalité, les mesures qu'on proposait se recoupent beaucoup. Donc, par exemple, rendre accessibles les programmes d'aide financière prévus pour le tourisme d'agrément aux entreprises touristiques en affaires. J'ai un collègue qui voulait rentrer un système ERP pour gérer son inventaire pour de l'équipement de salons commerciaux. Mais il n'est pas admissible au programme qui permet la numérisation des entreprises en tourisme parce qu'il est du tourisme d'affaires. Donc, rendre accessible, déjà, va permettre à nos entreprises, à tous les fournisseurs, d'être plus performants. Ensuite de ça, des initiatives pour partager les risques. Et ce que vous disiez tout à l'heure est totalement vrai. Nous-mêmes, comme organisateurs professionnels d'événements, on a réalisé à plusieurs reprises qu'on n'était pas un banquier, on n'était pas non plus une compagnie d'assurance, on n'avait pas les reins assez solides pour aller chercher ces congrès internationaux qui sont en rotation à travers les continents dans le monde, puis qui apportent ce genre de retombées de rayonnement qu'on veut. Donc oui, ça va prendre des mesures. Le Palais des congrès en a mis, mais ce ne sera pas suffisant. Et la compétition à l'étranger offre ce genre de programme-là où on vient partager le risque, réduire le risque. Et les organisations sont de plus en plus frileuses. L'Université de York voulait tenir un congrès ici à Montréal il y a quelques années et avait encore en tête le SRAS. Et ils étaient frileux et ils voulaient transférer le risque financier à l'organisation hôte. Donc, ça va être important de faire ça. Et finalement, un fonds pour soutenir la création d'événements endogènes récurrents liés à nos secteurs d'excellence. C'est vrai pour Montréal, mais c'est vrai aussi pour Rimouski, qui est spécialisé, par exemple, dans la biologie marine. C'est vrai pour Québec, qui est un chef de file en photonique. Quand on réussit à établir un genre de Davos qui se tient de manière récurrente, non seulement on va avoir, oui, des nuitées qui est probablement la seule et unique mesure qu'on a présentement de retombées, mais on va aussi attirer des étudiants gradués, de l'investissement, du venture cap, des chaires de recherche, des deals de vente, de distribution. Donc, c'est vraiment beaucoup plus performant quand on réussit à avoir cet événement-là. Je reviens aux événements internationaux de grande envergure.
qui, comme ils se promènent d'un continent à l'autre, parfois aux 2 ans, parfois aux 3 ans, fait en sorte que quand on a la chance de l'avoir, on a des retombées, mais cette chance-là, c'est peut-être une fois aux 40 ans. Alors, il faut vraiment pouvoir contribuer au développement de ces congrès-là. Et la beauté du tourisme d'affaires, c'est que c'est des événements qui s'autofinancent. La plupart du temps, puis c'est probablement pour ça aussi qu'on était méconnus, les revenus générés par le tourisme d'affaires, c'est des revenus d'exposition, de commandite et d'inscription. Alors, le soutien est là pour les premières années, mais généralement, c'est des événements qui vont ensuite s'autofinancer et continuer à contribuer à l'essor économique d'une région donnée. Donc, voilà ce qui étaient nos recommandations pour le regroupement. Merci, Caroline. Alors, je passerai la parole à Vincent. Vincent, qui représente Club Med Canada. Peut-être qu'il y a des choses plus spécifiques. Oui. Mais la première question qu'on m'a posée quand je suis arrivé ce matin en préparant les réunions, c'est mais le Club Med, vous êtes légitime sur le voyage d'affaires? Alors, oui, bien sûr. Et puis après, je me suis dit, je ne fais pas assez de publicité. Alors, je ne veux pas utiliser la table ronde pour faire de la publicité du Club Med, mais je vais juste introduire ce qu'on fait pour expliquer sur quoi on est légitime, parce qu'on n'est pas légitime sur l'ensemble du tourisme d'affaires, bien entendu. Mais le Club Med, ça existe depuis 70 ans. C'est 70 villages partout dans le monde. On a une clientèle internationale. Donc le tourisme d'affaires, on le connaît, on l'aime, on souhaite le développer. C'est à peu près 15 à 20% de notre chiffre d'affaires sur le monde. Donc ça représente quelque chose. Et puis c'est beaucoup de valeur. C'est ce que vous disiez, c'est beaucoup de valeur. Et donc on souhaite bien sûr capitaliser dessus. Alors pour revenir au sujet, on a traversé la pandémie. Comme tous les tourismes, le tourisme d'affaires, le tourisme de loisirs s'est retrouvé à zéro pendant 2 ans de pandémie. Le Club Med en a évidemment souffert. Pour la première fois en 70 ans d'existence, en mars 2020, l'ensemble de nos villages ont été fermés partout dans le monde. C'est 10 000 employés. Donc, voilà, c'est certainement la crise qui a été la plus compliquée pour le tourisme qui ait jamais existé. Mais les crises, c'est aussi ça qu'il faut retenir, c'est que le tourisme, ça vit entre les crises. Puisque à chaque fois qu'il y a une crise, c'est le tourisme qui est touché en premier. Et donc travailler dans le tourisme, ça veut dire qu'il faut être résilient. Ça veut dire qu'il faut être capable de se relever. Et donc, comme toute industrie du tourisme, on a certains réflexes. Et quand la crise a touché, notre réflexe, c'est protéger nos clients. Là, en l'occurrence, c'était toutes les frontières étaient en train de fermer. Donc, comment on est capable de rapatrier des clients qui sont en République dominicaine, au Canada, en Europe, qu'ils aient leur vol à temps. Ensuite, c'est à la réouverture, comment on est capable de protéger au mieux les clients qu'on reçoit face à la Covid, donc mise en place de mesures sanitaires strictes, mise en place du service à l'assiette, par exemple, au lieu des buffets. Après nos clients, c'est évidemment nos collaborateurs aussi. 10 000 personnes qui se retrouvent du jour au lendemain, on ne peut plus aller au travail. Donc là, c'est comment on arrive à donner de la perspective, parce que ces gens-là, on souhaite les garder, on souhaite qu'ils reviennent avec nous au retour. Donc ça, c'est vraiment notre préoccupation principale. Et puis après, c'est justement, on est en pleine crise, on a tous peur, mais ça va redémarrer, parce que les crises, c'est comme ça redémarre. Et donc, comment on se prépare à redémarrer le plus vite possible? Et donc, on avait 2 convictions quand la crise est apparue. C'est que, c'est le tourisme de loisirs haut de gamme qui a redémarré le premier. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours partagé dans l'ensemble des crises qu'on a vécues, que ce soit les ouragans, les typhons, les crises du 11 septembre ou la crise économique de 2009. À chaque fois, c'est le tourisme haut de gamme loisirs qui redémarre le plus fort. Les compagnies aériennes le constatent également. Et puis l'autre conviction qu'on avait, c'est que le tourisme d'affaires, les gens, ils sortent de la crise, ils vont faire des économies, et donc ça va redémarrer plus tard. La bonne nouvelle, c'est qu'on avait raison sur le tourisme haut de gamme, il est reparti très très fort. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on avait vraiment tort sur le tourisme d'affaires, parce qu'il est reparti aussi fort que le tourisme loisir haut de gamme. Donc ça rejoint un petit peu ce qui a été dit précédemment, c'est que c'est des tourismes qui apportent beaucoup de valeur, et qui sont prêts à redémarrer. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui, après, ce qui se passe, c'est que le tourisme d'affaires, il a quand même totalement changé. Il a redémarré de façon très forte, mais de façon très différente. Avant, il y a plusieurs types de tourisme d'affaires. Il y en a un qui, je pense, a beaucoup souffert. Il va continuer à souffrir, et puis je pense qu'une partie est détruite. C'est les gens qui étaient des grands itinérants, qui voyageaient de ville en ville pour faire des réunions d'1 heure. Ça, c'est terminé. Ça n'a plus de sens écologique. C'est aberrant. Donc, plus personne ne va le supporter. Ça n'a pas de sens économique parce que maintenant, on a appris à travailler pendant 2 ans via Teams et Zoom, etc. On est capable de le faire. Par contre,
il est remplacé par ce qu'on a dit, des voyages qui sont plus longs. On va aller profiter d'une réunion, d'un colloque, d'autres, pour dire j'ai du télétravail, j'ai du travail hybride, je suis capable de le faire. Au lieu d'y aller pour 1 heure, je vais rester 1 semaine, 2 semaines, et puis je vais aller au restaurant, je vais vivre des expériences. Donc ça, c'est le changement qui a été fait. Et ça, c'est un bon changement, puisqu'il apporte plus de valeur que des gens qui vont manger rapidement au restaurant, qui vont vite recourir à l'avion et repartir. Donc là, on a l'opportunité de capter ces gens-là et de leur offrir des nouvelles expériences. Et puis après, ce qui a redémarré très très fort, c'est tous les voyages de motivation ou les voyages de cohésion d'équipe. On ne s'est pas vu pendant 2 ans, c'est ce qui nous a manqué. Et puis à l'après-crise, surtout, ce qu'on veut, c'est innover, créer, redémarrer. Ça, c'est des choses qu'on peut. Enfin, ça, c'est montré sociologiquement. On y arrive via Teams ou autre solution, mais il n'y a rien de mieux que le rapport humain et le face-à-face pour faire de l'idéation et de créer. Et puis c'est la même chose quand une entreprise veut redémarrer, elle veut développer le sens d'équipe, le sens de l'appartenance. Et donc ça, c'est pareil, c'est les voyages de motivation ou les voyages de cohésion d'équipe qui ont redémarré très très fort et sur lesquels, au Club Med, on a la chance de pouvoir capitaliser. Donc voilà, donc maintenant on a 3 convictions pour le futur. 1, évidemment, le travail hybride ou le télétravail, c'est un acquis maintenant, ça va continuer à travailler comme ça. Donc tout ce tourisme de personnes qui peuvent bénéficier du travail hybride ou du télétravail vont voyager de ville en ville, de région en région, ça va continuer à se développer. Et donc ça va être super pour toutes les villes ou pour toutes les destinations, parce qu'il y a des gens qui vont s'installer, ils vont travailler dans les villes, et puis le soir ils vont sortir, le week-end ils vont profiter de faire des excursions. Le deuxième impact de l'effet du télétravail, du travail hybride, c'est que les gens se voient moins en physique, le relationnel se détend un petit peu avec le temps, et donc tous ces voyages de cohésion d'équipe, tous ces voyages de motivation, la fréquence elle va augmenter, parce que, ok, on se voit moins en face à face au bureau, mais par contre, quand on va se voir, on va profiter, on va prendre du temps ensemble. Et ça, c'est le 3e point qui est aussi très important, c'est que les gens, ce qu'ils nous demandent quand ils font des voyages d'équipe, ils disent « Nous, on veut un voyage d'équipe, on se voit plus souvent, et quand on se voit, on veut que ce soit extrêmement fort. » Donc, on veut se créer des expériences uniques qui vont rester et qui fait qu'on va avoir cette cohésion et qu'on va se faire confiance tous ensemble. Et donc là, pour le Québec, c'est évidemment une très bonne nouvelle. C'est un territoire 4 saisons, des expériences diverses, variées. Et puis, en plus, c'est une destination totalement sécuritaire, ce que les gens recherchent aujourd'hui. Donc, l'atout du Québec est extrêmement fort. Et on voit qu'aujourd'hui, on a une clientèle américaine qui est revenue de façon très, très forte. Et ils viennent nous voir pour ça, parce qu'on est capable de leur offrir des expériences qu'ils n'ont pas chez eux. Et parce qu'on reste sécuritaire. Et puis, on reste aussi une destination de proximité pour eux. Donc voilà, donc pour conclure, dans ce que nous on voit, en tout cas sur ce qui concerne notre périmètre d'activité, on est extrêmement positif pour le futur, parce que le nouveau tourisme d'affaires qui se crée, qui se développe, ou qui émerge de la crise, c'est un tourisme qui apporte beaucoup plus de valeur que ce qu'il y avait avant, puisque les gens recherchent de l'expérience. Et donc créer de l'expérience, ça veut dire qu'on va créer des services, on va innover, et c'est ça notre combat d'aujourd'hui et de demain. Merci. Merci Vincent. Sous un autre angle, on va aller voir Mme Caroline Voyer. Oui, mais quand même, je pense qu'il y a des liens à faire, même si c'est un autre angle, puisque la plupart des gens maintenant connaissent la crise climatique et ont des valeurs personnelles, environnementales. Le fait de vivre des expériences positives inclut le fait de faire ces événements-là ou d'offrir des opportunités que ce soit plus éco-responsable, ces expériences-là. Donc, je pense qu'on m'a un peu invité pour parler de ce qui se passe présentement en événementiel d'affaires éco-responsable. Donc, moi, j'ai la chance d'être partenaire de plusieurs d'entre vous depuis 18 ans, de voir ce qui se fait. Et puis, je vous dirais qu'on est dans un moment très positif. Du côté éco-responsabilité, il y a plein de choses qui se passent. Oui, hein? Donc, c'est clair que ça se passe maintenant. On a fait une étude statistique sur les événements en 2019, puis on voit qu'il y a eu, il y a eu des reculs. Tout le monde a dû porter des masques, on a dû avoir des bouteilles d'eau à usage unique et tout ça. Tout le monde l'a vécu. Les éco-anxieux ont trouvé ça très difficile de revenir en arrière, mais je dirais que c'est vraiment, on revient tranquillement à l'ancienne réalité et on va aller beaucoup plus loin. Notamment, on est en train de faire une étude statistique sur 11 événements au Québec. Ça se termine dans les prochains jours, puis je peux vous dire en primeur un peu ce qu'on peut constater sur l'impact carbone des événements. On s'en doutait, c'est les transports qui sont l'élément le plus impactant. Côté GES, vous vous en doutiez sûrement, mais je pense que M. Barbeau
Caron, si je ne me trompe pas, en a parlé. Et puis, donc, on en a parlé là, aujourd'hui. Il faut le voir autrement, le déplacement. Il faut le maximiser. Il faut voir comment on peut maximiser ces déplacements-là et non pas les éliminer, mais vraiment voir comment on va réduire cet impact-là. Quand on est ici en plein centre-ville, il y a quand même une masse de personnes là, qui se déplacent autrement qu'en voiture solo. Donc, déjà, c'est des gains. Sinon, bien, il y a tout le volet alimentation. On le soupçonne beaucoup moins, ce volet-là, mais quand même, si on peut réduire le gaspillage alimentaire et servir moins de viande rouge, là, il y a des gens qui ne m'aimeront pas, je le sais, mais quand même, ça a un impact majeur. C'est ce qu'on remarque dans notre étude de cycle de vie là, qui est gérée par AGECO. La viande, ça a un impact insoupçonné. Donc, je vous dirais de porter une attention à ça. Et puis sinon, bien, tout ce qui est l'approvisionnement. Encore ce matin, là, à la radio, on parlait des règles qui s'en viennent ici à Montréal où le plastique, certains plastiques à usage unique dans l'événementiel vont être complètement bannis dans les prochains mois. Donc, nous, on recommande aux organisateurs d'événements de commencer à trouver des solutions maintenant et ne pas attendre d'avoir le nez collé sur le mur avant d'agir. Sinon, un autre dossier qui me tient particulièrement à cœur, je ne peux pas aller sur une tribune et ne pas en parler, je m'excuse pour ceux qui m'entendent souvent le dire, mais je pense qu'on est rendu à avoir des éco-conditionnalités, que ce soit dans l'octroi de permis pour faire des événements ou dans les financements. Et puis donc, bien, le ministère du Tourisme du Québec a fait une belle annonce là, il y a 2 semaines à ce niveau-là, donc félicitations pour cette annonce-là. Vraiment, je pense qu'on est rendu là. La bonne volonté, la sensibilisation a fait son chemin, mais il y a quand même des choses qui sont incontournables. Puis je ne parle pas de mon point de vue, évidemment, vous le savez tous, c'est marqué « environnement » dans mon front, mais je parle de la population en général qui est rendue là. Donc, il faut vraiment faire ces efforts-là. Caroline, oui? Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu pour les gens qui n'auraient peut-être pas entendu de cette nouvelle-là? L'annonce qui a été faite il y a 2 oui. semaines, bien là, je dis 2 semaines, mais peut-être que c'est plus ou moins. Dans le fond, c'est que pour les événements, pas les événements d'affaires, mais les événements plus de type festival, il va y avoir quand même des conditions à l'octroi des financements. Là, je ne vais pas m'avancer parce que ce n'est pas de mon ressort, mais ce que j'ai compris à travers la lecture des règles qui ont été publiées, c'est qu'au bout de 3 ans, en fait, les événements qui sont financés par le ministère du Tourisme devront quand même rendre des comptes sur certaines actions éco-responsables. Ce ne sera pas des actions imposées parce qu'on comprend que les événements sont tous différents, ils sont tous dans une communauté différente, mais il y aura un choix d'action à faire, puis notamment au niveau carbone, on en parlait du tourisme durable, qu'on vise à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a toute une proposition de solution à ce niveau-là. Merci. Sinon, le dernier élément que je voulais mentionner, je pense que je n'utiliserai pas toutes mes minutes, j'en laissais pour tout le monde. On a du temps. Ça va bien. Oui. Le dernier élément qu'on me mentionne au niveau du tourisme d'affaires, c'est que ça devient un élément attractif. Quand on cherche une ville où tenir son congrès, on va poser des questions. Dans plusieurs cas, est-ce que vous offrez des options de transport durable? Est-ce qu'il y a des locations de vélos à proximité? Est-ce qu'on a les Bixi à proximité? Bon, les Bixi, c'est très montréalais, là. Mais quand même, vous voyez les questions qu'on peut poser. Puis c'est pour ça que Tourisme Montréal, par exemple, a développé un guide pour les promoteurs d'événements, pour vraiment, quand on vient à Montréal, voici tout ce qu'il y a comme opportunité, voici tout ce qu'il y a comme facilité. On sait qu'à Québec, il y a plein de choses. On sait qu'à Sherbrooke, il y a plein d'éléments. À Magog, j'essaie de nommer toutes les villes, je ne veux pas en oublier. Gatineau, notamment. Il y a vraiment, ils sont très proactifs. Il y a toute une offre à proximité des lieux d'événements pour justement soutenir tous ces besoins qui sont exprimés par les promoteurs d'événements. Donc, n'hésitez pas. Moi, je pense que c'est un tout. C'est pas avoir plus d'événements d'affaires versus l'environnement. Moi, je pense que ça se réfléchit très bien ensemble. Il faut juste être créatif. Puis, il y a plein de beaux exemples là, à travers des événements d'affaires qu'on a vus dans les dernières années. Donc, félicitations à tout le monde. Moi, je trouve qu'on progresse à vitesse grand V, puis on peut juste aller plus loin. Ça peut rejoindre aussi les... Oui, merci. Ça m'alimente aussi. J'ai travaillé longtemps dans les grandes organisations. Ça peut aussi rejoindre les objectifs des grandes organisations qui veulent avoir des congrès, d'aligner avec les pratiques environnementales. Donc, on pourra y retourner après. Merci beaucoup. Maintenant, je donnerai la parole à M. Stéphane Martel, qui va nous parler d'une expérience unique. Je vais faire un peu de pouce, en fait, pour commencer. Je disais que le travail que Caroline fait depuis tellement d'années, c'est vraiment inspirant. Puis, effectivement, l'éco-conditionnalité ou encore de se démarquer au Québec, à Montréal,
dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, d'une perspective attractivité internationale pour renforcer notre différenciation. Oui, les infrastructures, je suis tout à fait d'accord avec Michel et nos amis au Palais des Congrès qu'on perd des grands événements faute de pieds carrés. C'est clair, clair, clair. Mais au-delà de la grandeur des infrastructures, il ne faut pas perdre de vue qu'on est tout le temps dans un match olympique, si je peux dire, contre plein d'autres villes à travers le monde et qu'il faut, il faut réussir à travailler avec nos facteurs de différenciation à nous, qui sont pour moi la créativité et l'innovation. Ça, quelque part, c'est l'ADN de Montréal dans tous les secteurs. C'est vraiment là-dessus qu'il faut réussir à travailler. Les dernières années, en fait, on a beaucoup entendu parler dans le domaine du tourisme d'affaires, puis des fois, moi, j'aime mieux dire même les événements d'affaires que juste le tourisme d'affaires, des ravages que ça a fait, des dégâts, des difficultés qu'on a tous eu. Je vois beaucoup de collègues dans la salle rouler nos compagnies dans les 2 dernières années et demie. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été évident. Je pense que si on a l'honnêteté de regarder ça en face, je pense qu'en même temps, il y a des changements qu'on devait faire dans notre industrie depuis beaucoup plus longtemps que la crise du COVID qu'on a eue. Et là, l'opportunité, je pense qu'on a tous, parce que pour moi, c'est le mot-clé, c'est les opportunités pour les organisateurs d'événements, les opportunités pour les centres urbains, puis les opportunités pour les régions. L'opportunité, à mon avis, qu'on a, la première au niveau de mes collègues de l'industrie, c'est que je pense qu'il faut opérer un changement identitaire important, c'est-à-dire qu'on ne sommes pas juste des promoteurs touristiques, nous sommes des commissaires de développement économique. Et pour moi, ça veut dire qu'il faut aller investir. C'est très symbolique pour moi aujourd'hui que sur le panel, la Chambre de commerce de Montréal soit là. Donc, il faut, dans nos municipalités, partout, que ce qu'on fait soit perçu comme un dossier de développement économique. Et ça n'exclut pas le volet touristique de ce qu'on fait, c'est super important, mais il faut positionner nos dossiers comme des dossiers de développement économique d'abord et avant tout. Puis ça, ce que ça veut dire aussi, à mon avis, c'est qu'il va falloir, quand je parle d'un changement identitaire puis un peu de remise en question, il va falloir travailler fort pour réfléchir à autre chose que juste un nombre de participants ou un nombre de nuitées dans nos hôtels. Je le dis aussi clairement que ça. C'est des données super importantes de base, mais si on prend un événement, je vais nommer ces deux parce que je l'ai connu de l'intérieur, pour $1 de retombée touristique, il y a pas mal plus de dollars de retombées économiques. Là, c'est un facteur de x8, x10. Jacques-André pourra me contredire tantôt si ça l'a changé, si ça l'a évolué. Pour moi, c'est une opportunité pour les centres urbains aussi. Je pense qu'un des exemples qu'on m'a demandé un peu de parler, c'est je me suis retrouvé à être cofondateur d'un événement qui s'appelle Entertain AI, donc qui est une conversation internationale sur le divertissement et l'intelligence artificielle qu'on a décidé de lancer pendant la pandémie. Donc, probablement le dossier le plus éprouvant que j'ai fait, à part la première édition de C2 Montréal, Jacques-André, mais ça, c'est dans une ancienne vie. Mais d'être dans une posture, pas juste de protéger les acquis, ce qu'on a, puis ce qui existe, mais être dans une posture aussi de sortir de terre des nouvelles initiatives, innover, miser sur les secteurs, l'intelligence artificielle, le divertissement. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un long discours là-dessus. Pour les régions, bien, je pense aussi que le milieu du travail va changer pour longtemps encore. Donc, Vincent, ce qu'il mentionnait tantôt, pour moi, tout le domaine là, du incentive, pour moi, c'est un terme qui est peut-être, que j'utilisais il y a quelques années, je vais parler plus team building, mobilisation. Les employés dans les bureaux vont avoir besoin de se rencontrer dans des lieux non conventionnels, en centre urbain et hors des centres urbains. Je pense qu'il y a une belle opportunité, une opportunité super intéressante pour que les villes travaillent avec les régions avoisinantes. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être assez fort. J'ai eu la chance cet été d'aller parler d'un deuxième événement que j'ai connu qui s'appelle The Do Lectures ou Do Well, c'est au Pays de Galles, qui n'est pas juste une Prince de Galles, juste une conférence dans la Ligue nationale de hockey, qui est vraiment un beau coin en Grande-Bretagne. Ils ont développé là-bas un événement qui fait rayonner la région, chaque chose qui est dans ton assiette, chaque expérience, le contenu. Ils ont développé une communauté internationale. Je me dis, quand je suis revenu de là, je me suis dit,
Charlevoix, Kamouraska, la Madeleine, Anticosti, Gaspésie. On a tellement des lieux, je vais appeler ça comme ça, immersifs, parce que le paradoxe, à quelque part, on est dans cette époque-là de la technologie, Entertain AI, où on fait des expériences immersives beaucoup, mais l'immersion, ça va être en nature aussi, dans les milieux naturels. On n'a rien à envier à personne au Québec, donc moi, je pense que là, il y a une vraie opportunité pour les régions également. Et pour finir, peut-être le dernier truc que je dirais sur justement cette ligne-là de se repositionner aussi au niveau identitaire comme organisateur d'événements, je pense aussi qu'il faut s'avouer, plusieurs personnes l'ont dit, il n'y aura pas de retour à la normale, on parle de retour à la normale. On ne parle pas assez, à mon avis, du changement de comportement actuel et à venir du consommateur d'événements, du participant aux événements. Je pense qu'il y a des réflexes de la période COVID qui vont suivre dans le temps et il ne faut pas juste essayer de refaire ce qu'on faisait avant en espérant que notre modèle d'affaires va tenir avec les coûts qui évoluent puis le talent qui est moins là. Il faut concevoir des expériences immersives, différentes, qu'elles soient technologiques ou en nature. Il faut faire quelque chose qui n'est pas consommable sur un site web. Si on ne réussit pas à faire ça, ou sur une plateforme, les gens vont consommer le contenu. Là où c'est plus simple de le consommer. Puis il y a des événements qui vont malheureusement disparaître, mourir. Des événements en réalité réelle. En effet. Merci beaucoup, Stéphane. Oui. Alors, notre dernier, mais pas le moindre, intervenant, sous un autre angle international, on a hâte d'entendre ce que vous avez à nous partager, Laurent. Alors, tout d'abord, merci. Merci de m'avoir convié. Je suis ravi d'être à vos côtés. Alors, ça s'est décidé effectivement un peu au dernier moment. Et je repars ce soir, donc malheureusement, en ce qui concerne l'empreinte, je ne suis peut-être pas totalement responsable pendant ces 3 jours, mais ça fait partie aussi, je crois, des opportunités qu'il faut savoir saisir. Et je remercie en particulier évidemment C2 et Jacques-André et son équipe de m'avoir convié. Et on a eu des échanges très riches et je crois que ce que je retiendrai aussi de ces 3 jours, c'est ça, c'est-à-dire c'est ce networking qui s'organise en parallèle. Alors nous, en fait, à Paris, si vous voulez, on a, comme tous, bon, je vois qu'on converge évidemment, heureusement, sur beaucoup de points, hein, mais on a vécu une pandémie violente. Moi, j'ai une expérience personnelle où sur le salon de l'agriculture, qui est un énorme salon qui accueille à peu près 700 000 visiteurs. On m'appelle le samedi en me disant « le salon va fermer ce soir ». Alors je dis non, il ferme dimanche, il ne ferme pas ce soir. On me dit si, il va fermer ce soir. Donc il a fallu qu'on ferme au dernier moment un événement, mobiliser, vous imaginez, toute une communauté d'exposants, de visiteurs, quelque chose d'impossible. Et là, on s'est dit, bon, on va gérer pendant 2-3 mois. La suite, vous la connaissez, ça a duré 2 ans. Et c'était des stop-and-go permanents qui a énormément abîmé notre industrie. Alors, ce qu'on retient de tout ça, je pense que ce qu'on retient de tout ça, c'est évidemment beaucoup de choses. C'est d'abord la notion d'essentiel. Vous vous souvenez, peut-être en France, à l'époque, on disait les commerces essentiels et non essentiels. Et très vite, on s'est rendu compte que cette activité, cette économie était totalement essentielle. Elle génère des retombées économiques, tout le monde en a parlé, mais elle génère bien d'autres choses que ça. Et donc, on a essayé de la replacer au centre des discussions. Et j'ai beaucoup aimé les intervenants précédents sur la notion de définition même du tourisme d'affaires. Nous, plus ça va, moins on se définit comme tourisme. Parce qu'on considère que le tourisme, c'est encore autre chose. Même si, dans son comportement, un individu a évidemment plusieurs objectifs de déplacement. Mais l'événementiel, c'est quelque chose à part. C'est de l'échange, c'est réinventer, c'est rencontrer des gens, c'est des intervenants, c'est un ensemble de choses qui va faire qu'on pense autrement. Et on a beaucoup discuté avec le gouvernement pendant cette période-là, des aides évidemment, puisqu'il a dû y avoir des aides. Mais on voit qu'aujourd'hui, ils ont intégré la notion d'événementiel comme étant quelque chose d'important dans le dispositif. Alors, donc les enseignements, ça a été, si vous voulez, ça a été effectivement le caractère essentiel, et ça a été également la nécessité, alors réinventer, c'est d'aller au-delà en fait. C'est-à-dire que 2019, 2022, 2023, 2024, ça doit être totalement différent. Nous, on a conscience que la compétition dont vous parlez, elle est forte. Chaque ville, en réalité, veut se doter d'un équipement. Chaque ville a une proposition de valeur, plus ou moins élaborée, mais chaque ville a une proposition de valeur qui est en soi intéressante, mais probablement pas suffisante. Je vous donne un exemple dernièrement qui m'a choqué.
En Suisse, à Genève, vous avez un salon de l'auto qui existe depuis très longtemps. L'économie de l'automobile a été fortement abîmée par la pandémie, mais le salon de l'auto de Genève, vous savez où il sera l'année prochaine? Il sera à Doha. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un marché dans lequel on achète des événements. Il y a des destinations, Middle East entre autres, qui achètent des événements pour exister, tout simplement, sur une carte du monde, et en fait, qui vont se positionner autrement. Donc tout le monde a conscience que le tourisme d'affaires, c'est important, en termes de retombées économiques, tout ça, tout le monde maîtrise ce sujet, mais c'est important également en termes d'identité. Et certains sont prêts à beaucoup de choses pour acheter cette identité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'il faut intégrer désormais en plus, c'est cette notion d'identité, c'est comment on se démarque. Et on ne se démarque pas uniquement par une infrastructure, c'est évidemment essentiel, hein, le nice to have, il est important. On doit cocher des cases. Nous, on est en compétition avec tout le monde, hein, c'est normal, mais vous également. Mais ça ne suffit pas. Donc il faut qu'on rajoute désormais et qu'on réinvente autre chose, une autre façon de fonctionner. Et pour ça, il y a, pour moi, je pense, plusieurs leviers. Vous en avez parlé précédemment, Stéphane, c'est évidemment l'ancrage économique. Nous, on a une expérience, si vous voulez, qui est très importante en ce moment et très intéressante à travers des Jeux Olympiques. On a la chance en 2024 d'avoir une sortie de crise formidable puisqu'on va accueillir les JO. Alors, on est nous directement concernés parce que, pour vous situer rapidement, Viparis, c'est 12 sites à Paris. On gère à peu près 620 000 m² couverts, 1 million de mètres carrés au total. Donc, si on transfère en pieds carrés, vous voyez que ça fait 10 millions. C'est vite des chiffres qui sont assez importants. On accueille effectivement entre 800 et 1000 événements. Mais cette dimension de JO, elle nous emmène en fait quelque chose d'autre. D'abord, ils vont être sur la plupart de nos sites. Mais on voit que la notion d'héritage, c'est devenu quelque chose qui prend forme. C'est-à-dire que désormais, un événement, moi je crois qu'il ne faut pas le considérer comme on capte quelque chose, on achète du business, on fait venir du business, on capte quelque chose, mais on capte quelque chose pour quelque chose. Parce qu'autrement, ça parle qu'à une partie de l'industrie, et notamment à des professionnels, mais ça ne parle pas aux autres. Donc la dimension économique, elle est essentielle. Comment l'ancre économiquement, comment la venue d'un congrès va développer quelque chose dans la ville, dans la région? Est-ce qu'il y a une économie qui va s'organiser? Est-ce qu'il y a des filières qui vont s'organiser? Est-ce qu'il y a à cette occasion des premières mondiales qui vont sortir et qui désormais dureront? Donc ça, c'est vraiment un pan qui me semble totalement essentiel. Et l'autre pan qui apparaît désormais, c'est également la dimension locale. C'est-à-dire, nous, on voit notamment avec les JO que c'est très bien, mais ça perturbe certaines personnes. Et ça perturbe notamment ceux qui habitent dans une ville. Quand vous habitez dans une ville, vous ne vivez pas toujours le tourisme d'affaires comme étant quelque chose de positif. Vous le vivez parfois comme étant aussi quelque chose potentiellement qui amène plus de monde, des contraintes. Vous voyez, nous, on a des quartiers de Paris qui vont être complètement fermés. Donc, les réflexions que l'on a désormais avec la ville, ça va au-delà, si vous voulez, de capter d'un événement. C'est un événement, mais pourquoi? À quoi il sert? Et comment il est intégré dans une économie globale? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble, moi, totalement essentiel. Et nous, on ne veut vraiment pas se dire 2019, crise majeure, 2022, on redémarre comme avant. Surtout pas. On doit redémarrer avec des lectures qui sont totalement différentes. Donc oui, on doit agréger tout ce qui vient d'être dit, bien évidemment, mais on doit rajouter quelque chose de complémentaire et se dire que nous aussi, notre industrie, elle contribue à une forme de bien-être global, elle contribue à quelque chose d'autre. Moi, quelque chose qui m'a énormément choqué pendant cette crise, c'est que beaucoup de collaborateurs ont quitté cette industrie. Ils ont quitté cette industrie parce qu'ils ont considéré qu'elle était instable, qu'elle avait une perspective qui était complexe. Et donc, la difficulté de la reprise, c'est aussi qu'on a perdu énormément de collaborateurs, on a perdu énormément de compétences, et maintenant, il va falloir les faire revenir. Et pour les faire revenir, je pense qu'il ne faut pas parler de chiffres, il faut parler d'autre chose. Si on parle de retombées économiques, etc., oui, mais pour eux, ça n'a pas beaucoup d'importance, tout ça. Donc, il faut essayer de parler d'autre chose. Vous avez dit, on a tous parlé, on parle tous de l'expérience, mais effectivement, quelque chose de mémorable, quelque chose qui apporte. Vous vous sentez grandi lorsque vous sortez d'un événement. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Mais c'est essentiel pour nous, participants, mais c'est essentiel également pour les écosystèmes autour. Qu'est-ce que la ville de Paris va ressortir comme héritage après les Jeux Olympiques? Vous avez l'expérience du Parc Olympique à Montréal, donc vous connaissez bien le sujet. C'est pas évident. Et il faut pourtant le penser dès à présent. Et nous, vous voyez, dans les échanges que l'on a aujourd'hui, on se rend compte que tout ça a énormément évolué et que cette perception de l'économie, du tourisme d'affaires, de l'événementiel, elle est importante
si elle se dote d'atouts complémentaires. Dernier point sur lequel je souhaiterais également intervenir, c'est sur justement la notion de contenu. Qu'est-ce qu'on a retenu, nous aussi, pendant la pandémie? C'est que tout s'est arrêté et on n'avait plus rien à raconter, puisqu'en fait, on ne maîtrisait aucun contenu. Donc, un des sujets également sur lequel on décide désormais d'aller, c'est être contributeur de contenu, avoir vraiment quelque chose. Donc, vous voyez, par exemple, la porte de Versailles, qui a été considérée par la presse comme peut-être le meilleur centre de congrès au monde aujourd'hui. Pourquoi c'est peut-être le meilleur centre de congrès au monde? C'est parce qu'on a un équipement, soit, on a des hôtels, soit, on a des rooftops, on a des restaurants, on a une ferme urbaine. Mais maintenant, on a rajouté des expériences immersives, on a rajouté des expériences culturelles, on a rajouté du loisir, on a rajouté un ensemble de choses, ce qui fait une expérience globale. Et donc, quand vous repartez, vous avez une expérience globale. Et la semaine dernière, on a accueilli, par exemple, le Congrès mondial d'astronautique. Et je discutais avec le CNES, puisque Congrès mondial d'astronautique, vous imaginez, il y a par exemple Thomas Pesquet qui est venu. Thomas Pesquet a fait un live en direct avec l'ISS, donc c'était tout ça, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et à l'entrée de la porte de Versailles, on avait installé une fusée avec un fabricant, mais une fusée qui était assez impressionnante. Et tout le monde repartait en disant « Waouh, j'ai vécu quelque chose d'incroyable ». Mais également, ils ont ouvert au grand public. Pourquoi ? Parce qu'en ouvrant au grand public, en fait, ils se donnaient réellement une empreinte locale. En quoi ce congrès mondial concerne les populations qui habitent à Paris ou qui habitent dans les environnements. Et cette journée grand public a extrêmement bien fonctionné parce que tout le monde s'est senti concerné par l'événement. Moi, je pense qu'on va peut-être en débattre, mais c'est des sujets qu'il faut désormais adresser. On ne peut pas refaire comme avant, et on doit désormais intégrer des nouvelles dimensions. Voilà le propos que je voulais tenir ce matin, vous faire part de cette expérience. J'espère qu'il y aura des questions, parce qu'on viendra après dans le détail. Merci à tous. Moi, j'ai beaucoup de questions. Sûrement, vous en avez, vous aussi. Si on rebondit un peu au niveau de le contexte pandémique, on a parlé qu'on ne peut pas retourner en arrière, il faut aller de l'avant, il faut voir les choses différemment. Puis aussi, on a la crainte, justement, est-ce qu'il va en avoir une nouvelle? Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que je me demande si vous aviez des leçons ou des apprentissages, de dire, OK, maintenant qu'on l'a vécu à fond, comment on doit réfléchir différemment à des solutions à mettre en place pour se préparer dans une éventualité qui aurait quelque chose d'autre. Déjà, on a appris que c'était une crise, il faut la penser comme une crise comme une autre, mais je me demande si vous aviez des solutions, un point de vue, comment se préparer à un monde. Michel se prépare, vas-y Michel. Je vais peut-être vous décevoir, mais moi je considère qu'on est comme un monde qui a eu un accident d'auto. Puis on vient d'avoir un gros crash, on sort de l'hôpital, puis là on a peur parce qu'on se dit un accident d'auto, ça peut se produire n'importe quand. Et là, dans le fond, votre question, pour moi, elle est l'exemple même du traumatisme. C'est-à-dire que des pandémies comme ça n'arrive pas à chaque 3 ans, ça n'arrive pas à chaque 15 ans. Les probabilités qu'il y ait une pandémie de cette nature-là, quand on parle à des vrais experts, vont dire qu'il va y avoir d'autres choses. Les changements climatiques vont apporter d'autres crises. Alors, je pense que par rapport à cette question, c'est davantage de dire, j'aimais beaucoup tout à l'heure le parallèle avec la crise du 11 septembre, la crise de 2008-2009, la crise financière. Alors, moi, tout ce que je dirais, c'est, je pense que c'est très important d'en tirer la leçon, qu'il faut qu'on pense à tout ce qui peut se produire, qui va nous déstabiliser, nous déstructurer. Je pense qu'il faut faire attention lié au traumatisme de l'accident de voiture où on se dit si la pandémie revient dans 3 ans ou dans 4 ans ou dans 5 ans, la plus forte probabilité, c'est que ce qui va nous frapper, parce que quelque chose va nous frapper, ne sera surtout pas une pandémie. Et là, on verra à ce moment-là comment nos mécanismes mis en place vont réagir, nos planifications vont réagir. Alors, c'est pour ça que je ferais juste dire planifions autre chose qu'une nouvelle pandémie, mais soyons prêts. Super. Merci, c'est une bonne angle. Je me demande, est-ce que les voyageurs, comment traiter avec les gens qui ont ce post-traumatique-là? Faudrait y penser. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points de vue par rapport à construire sa résilience? Fait que j'entends peut-être pas pour une pandémie, mais sa résilience par rapport à des crises. C'est peut-être l'occasion aussi de votre question de dire 2 mots sur l'hybridation. Parce que pendant la pandémie, tout le monde s'est imaginé d'autres formes de solutions.
Et ce que l'on voit désormais dans une reprise forte, et tout le monde constate la même chose, hein. Nous, on a une reprise très forte, mais vous également, tout le monde redémarre comme ça. C'est que l'hybridation, on l'a un peu oublié. Les congressistes ont besoin d'échanges, ont besoin de se rencontrer. Donc les formes hybrides, en fait, ne seront pas celles qu'on a imaginées pendant la crise. Ça doit en être d'autres. Et en fait, c'est le moment aussi de repenser le rapport à cet événement, le rapport à la dimension essentielle, et ce côté, qu'est-ce que j'en retire. Donc en fait, moi, j'apporte peut-être 2 commentaires. Celui sur l'hybridation, et également les gouvernements. Vous savez, en France, on a dit le quoi qu'il en coûte. Bon, désormais, on n'a plus les moyens de se payer un deuxième quoi qu'il en coûte. Donc s'il se passait autre chose, de toute façon, on ne pourrait pas fermer une économie. Donc si c'est désormais essentiel, mémorable, indispensable, je pense que les gens s'arrangeront pour venir. Peut-être en nombre moins important, mais s'arrangeront pour venir. Donc il faut qu'on travaille sur ce côté. En quoi ça m'apporte véritablement quelque chose. Merci. Oui, vas-y. D'accord avec ça. Puis en plus, tantôt, Laurent, tu as mentionné un terme pour moi qui est très important. C'est que je pense aussi, pour nous, pour notre pérennité, notre industrie de ce qu'on fait, etc., je pense que le nerf de la guerre, c'est aussi le contenu. Donc après ça, l'événement est une façon de partager le contenu et de faire plein d'autres choses. Mais il faut se rapprocher du contenu. Ça, pour moi, c'est une posture. La question, c'est pas si quelque chose va se reproduire. Quand? Quand et quoi? Ça va arriver. Donc, l'autre côté, je pense qu'il faut aussi travailler quelque part, pas juste sur la pérennité de notre projet, mais la pérennité aussi de la communauté qu'on dessert. Et ça amène, je pense, d'autres types de réflexions. Est-ce que prochainement, ça sera les perturbations climatiques liées au changement climatique? Est-ce que des choses comme l'intelligence artificielle qui sont en train de changer, plein d'emplois, etc. Le milieu du travail, comme j'ai dit tantôt, il y a des choses qui sont en train de changer sur la façon qu'on va ou qu'on ne va pas au travail. Tous ces éléments-là, il ne faut pas se dire est-ce que ça va arriver, c'est en train d'arriver, et comment on s'adapte nous-mêmes de l'interne dans ce qu'on fait et avec la communauté qu'on dessert. Puis si on n'est pas capable clairement de répondre à la deuxième question, quelle communauté on dessert, bien là, on devient pas mal dans les services non essentiels. À toutes les fois qu'il y aura une crise, bien là, on va tomber en mode en pause jusqu'à temps qu'on puisse réouvrir. Il faut se ramener sur ce qu'on fait. Encore une fois, c'est du développement économique, crise, pas crise, c'est une activité essentielle. Excellent. C'est intéressant cette relation-là que Laurent disait par rapport à une fois qu'on est imbriqué dans l'esprit du politique comme étant quelque chose d'essentiel, ça change vraiment la donne par rapport aux décisions. Oui, je voyais Vincent qui avait le micro. Oui. Non, c'était surtout pour compléter le point de Stéphane. Je suis d'accord, la prochaine crise, il y en aura une, ce sera totalement différent. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les crises, c'est des cycles et ça impacte le tourisme. Et je pense que la meilleure façon de se prémunir de la prochaine crise, c'est la diversification. Donc avoir des clientèles internationales, puisque des marchés peuvent être impactés, pas d'autres, et opérer dans des lieux différents. Donc c'est difficile pour un congrès comme Porte de Versailles, par exemple, ou autre, mais il y a je pense qu'une des bonnes actions, c'est de travailler sur la diversification. Merci, Michel. Tu veux rajouter, est-ce que tu fais le lien? Ou... Je vais faire juste un lien sur... Oui. Je pense qu'il y a une crise présentement qui est en train de se produire, et c'est la crise géopolitique. Nous, à la Chambre, on amène des entreprises vers des foires commerciales internationales, des conférences, on fait des missions à l'étranger. Ça fait 4 ans qu'on a cessé, en fait, depuis les 2 Michael, qu'on a cessé toute activité sur la zone chinoise, incluant Hong Kong. Donc, c'est barré, nous n'y allons pas. Là, il y a toute une zone géopolitique reliée à la Russie où nous n'irons absolument pas. Et je pense que d'un point de vue de tourisme d'affaires, d'un point de vue d'échange, il est possible que devant nous, il y ait tout un ensemble de décisions géopolitiques qui vont affecter comment on se positionne. Et là, l'aspect sécuritaire dont tu parlais, l'aspect nord-américain peut être un avantage compétitif incroyable pour ce qu'on veut faire. Ça l'était déjà auparavant, et les gens, encore plus aujourd'hui, mettent ça dans les facteurs d'attractivité en premier lieu. Moi, je pense que l'essentiel, le besoin va rester le même, de se rencontrer, de partager la science, de faire des affaires. C'est le format, c'est dans l'approche qu'on va, d'abord et avant tout, s'adapter. On parle de design thinking. La formule qu'on avait auparavant, qui était toujours un copier-coller d'édition en édition, est vouée à disparaître.
Il va falloir repenser la façon dont on livre notre valeur ajoutée, dont on permet aux gens de se réunir. Le besoin reste le même, le format va changer. C'est là-dedans, c'est surtout là qu'il va falloir s'adapter. L'humain reste l'humain, le besoin est le même. Puis je dirais que les attentes de nos participants sont supérieures maintenant à ce qu'elles étaient auparavant. Les attentes étaient sensiblement les mêmes d'année en année. Aujourd'hui, on a goûté à de l'immersif. On a goûté à de l'expérientiel qui nous a transformés. Et nous, comme organisateurs d'événements, il faudra être à la hauteur et proposer ça systématiquement aux participants. C'est un gros défi qui est devant nous. Oui, et je rajouterais, pardon, en infrastructure, puisque c'est des questions que vous avez abordées, Michel, tout à l'heure, il faut penser une infrastructure globale, c'est-à-dire qui répond à plusieurs publics. Parce que plus vous allez vous diversifier, moins vous êtes en risque. C'est facile à comprendre, mais pour autant, beaucoup sont très silotés encore. Donc, quand vous faites un lieu lifestyle, en toute façon, vous ouvrez à plusieurs publics. Donc, non seulement vous avez une utilité, mais en plus, vous êtes moins en risque. Donc, il faut le penser autrement. Mais c'est long. Le problème, c'est que dans l'infrastructure, nous, on a beaucoup de mètres carrés. Entre le moment où vous décidez et le moment où vous livrez, il se passe au bas mot 5 ans. Et le moment où ça se voit réellement, vous rajoutez encore 3-4 années. Donc, c'est assez long. Donc, il ne faut surtout pas perdre de temps. Et il faut vraiment, quand vous concevez quelque chose, vous parlez d'extension du Palais des Congrès de Montréal, c'est intéressant, mais c'est la façon dont vous allez concevoir l'extension qui est essentielle. Si vous faites des mètres carrés pour des mètres carrés, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans les faits. Il faut faire autre chose en plus. Et ça protège aussi d'éventuels risques. Justement, est-ce qu'il y aurait des opportunités de faire des alliances internationales entre les centres de congrès ou entre les villes, comme le South by Southwest devenir un North by Northwest? Qu'est-ce que vous voyez comme alliance possible justement pour cette diversification? Bien, à travers le temps, nous, on s'est posé la question. On a déjà essayé de travailler avec le Palais des Congrès pour essayer d'émuler ce qui se faisait à Barcelone. Moi, je vais à chaque année à Hanovre, à Hannover Messe, qui est la plus grande foire commerciale mondiale en manufacturier innovant. Et quand on regarde ça, ce qu'on se met à rêver, c'est d'être en alternance. Et ce qu'on se rend rapidement compte, c'est que nos capacités sont très limitées. Puis c'est un enjeu de capacité. Okay. On est à la frontière de jouer dans la Ligue des grands, mais on a encore des infrastructures juniors majeures. Okay? Et donc, alors, moi, je suis en admiration sur ce qui se fait sur Paris, mais Paris, c'est Paris. Okay? Donc, on peut toujours avoir comme cible d'essayer de voir si on pourrait être en alternance avec Paris sur une zone euro. Mais la réalité, c'est quand Paris va mettre tous ses efforts pour que ça soit Paris, nous, ça va être l'enfant pauvre. Ça va être le petit événement un petit peu moins intéressant. Alors, il y a tout un défi de dire, est-ce qu'on veut être dans cette ligue-là? Et là, il faut se doter d'infrastructures, il faut le penser aussi multi-usagé, conceptuellement beaucoup plus large. Ou bien si on reste dans une ligue plus nichée, et là, dans cette ligue nichée, on en parlait tout à l'heure, on veut de la récurrence, on veut un positionnement propre à nos secteurs de force. Là, je parle pour Montréal, mais je suis d'accord, là, c'est mon biais parce que je suis d'ici. Mais ça vaut pour tout le Québec et toutes nos forces dans le Québec. Je me demande, Stéphane, si tu pourrais nous parler de l'événement au Pays de Galles, qui est encore plus petit. Comment eux ont géré la contrainte des infrastructures ou... Est-ce que tu es revenu avec des idées qui pourraient nous inspirer? Ou? En fait, c'est un événement qui a pris une posture très... on n'est pas dans la niche, on est dans le ultra-niché. Ouais. Donc, c'est un événement qui a pris une décision qu'à chaque année, il y aurait 150 participants, puis pour lequel il faut déposer un dossier de candidature. Les premières années, ils en recevaient 500, maintenant, ils en reçoivent 3000. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui correspond bien à un peu l'ADN de l'identité, ce que voulu être créé là comme expérience. Je le dis, les inscriptions sont en train d'ouvrir pour l'année prochaine. À quelque part, je sens que je suis reparti de là avec mon petit tatou de Wells. Puis je me dis, il me semble qu'on a tout ici pour créer nos petits tatous de Charlevoix, puis de Kamouraska, puis de plein d'endroits au Québec également. Pour revenir à la question sur l'importance de faire des alliances internationales, bien, pour moi, c'est même plus une question South by Southwest, c'est déjà à l'international, ça va à Sydney, ça commence en novembre 2023. Ces deux s'intéressent à l'international depuis à peu près 10 ans également. Si on regarde les communautés qu'on dessert, Entertain AI, une conversation internationale sur le divertissement, l'intelligence artificielle, on veut à quelque part supporter le développement économique des entreprises dans ces domaines-là. Ça ne peut pas être un dossier Québec.
On ne peut pas juste être entre nous. Puis donc, oui, il y a peut-être l'opportunité que dans 3, 4, 5 ans, il y aura peut-être une constellation d'Entertain AI, un réseau à travers... on a des villes en Europe puis en Asie qui ont levé la main pour peut-être faire des choses avec nous. C'est des discussions très complexes, très longues, à peu près comme construire un agrandissement du Palais des Congrès. Là. Ça peut être très sinueux. Puis effectivement, le dossier avec Barcelone, le Palais, etc., c'est quelque chose qu'on a regardé dans le passé. Des fois, ces projets-là sont davantage beaux sur papier, puis qu'on arrive en réalité, c'est pas tout le temps évident de les concrétiser. Encore une fois, je reviens sur Entertain AI, c'est un dossier de développement économique. On va bien faire notre job si à la fin, on permet aux entreprises membres de la communauté de faire des projets qu'ils n'auraient pas pu faire sans nous et de rayonner davantage. Ensuite de ça, projet plus local, plus niché, ben, c'est un autre... quand je dis que c'est ultra niché, ils ont même pris la décision de faire un événement depuis la journée 1, 14 éditions, sans aucun commanditaire. Vous pouvez imaginer aussi le prix d'entrée à l'événement, donc ça a plein de conséquences, etc. C'est un autre... celui-là, je ne suis pas prêt à m'attaquer à un modèle d'affaires comme celui-là demain matin. trop de questions encore. Mais vous voyez, pardon, j'apporte un complément à ce qui vient d'être dit, qui est intéressant. La notion de... on parle souvent de captation de business, c'est-à-dire qu'on pense que le marché, c'est uniquement un marché de rotation. En fait, ce n'est pas vrai. Le marché, c'est aussi un marché d'événements qui sont récurrents. Et en fait, ce qu'il faut développer aussi, c'est la récurrence des événements. Il ne faut pas uniquement être sur la captation, parce que sinon, c'est de la surenchère permanente. Et à un moment donné, on a des problèmes de prix, lequel est le moins cher, etc. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. Donc, la double stratégie, c'est d'avoir et de la récurrence et également de la captation, mais je rajouterais aussi cette identité dont vous parliez. C'est-à-dire qu'il faut se doter d'identité. Je disais ce matin que la région Île-de-France vient désormais de se donner 2 axes, c'est la nature et le sport. Vous voyez, on ne parle plus de tourisme d'affaires, on ne parle plus de business, on parle de bien-être, on parle de tourisme, on parle de sport, on parle de nature. Et ça, vous avez, des atouts considérables. Pour moi, français, parisien, perception que j'ai de la province de Québec, c'est évidemment, vous parliez Montréal et également Québec, mais si vous avez des atouts considérables en matière de nature, en matière de sport, et dans tous ces domaines-là, et de vouloir aller sur un marché de compétition internationale très fort, c'est compliqué. Il faut y aller, mais avec des atouts. Et se dire pourquoi on y va, pourquoi on capte tel événement, et en même temps, comment on développe du business récurrent. Parce que ça, c'est important. Le business récurrent, dans une crise, vous l'avez toujours. Vous voyez, nous, quand on se compare par rapport à Vienne, à Paris, on a 80-90% de business récurrent. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'est pas tant en risque que ça. Tout le reste, c'est de l'additionnel. Donc, c'est aussi ce qu'il faut développer. C'est vous dire, c'est quoi votre stratégie de développement? C'est pas que de l'acquisition. Et après, sur la stratégie des alliances, c'est très intéressant d'avoir des partenaires, puisque dans un monde complexe, de toute façon, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes seuls. Donc, il faut avoir les bons partenaires. Moi, je redis un mot sur ces deux, d'abord parce qu'on y est, puis en plus que je les aime beaucoup, mais on travaille ensemble avec ces deux. Parce qu'ils nous aident aussi à réfléchir autrement sur comment, justement, rajouter cette dimension networking, cette dimension le pas de côté, enfin, toutes ces dimensions, et ils sont importants pour nous, même si on pense savoir, on a besoin de s'appuyer sur des gens de cette compétence-là. Mais les alliances, c'est compliqué. Vous voyez, nous, on s'est dit à un moment donné, comme on accueille beaucoup de congrès, on est la première ville au monde de congrès, même si on est un peu chahuté par moment, on est la première ville au monde. Et on s'est dit, est-ce qu'on va créer des alliances de rotation internationale? Mais dans les faits, ça ne marche pas. Parce que votre congrès, il décide, c'est pas vous qui allez décider à sa place de sa rotation. Donc ça ne fonctionne pas. Donc il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas trop se battre. Il faut se dire, je développe une activité récurrente, je développe une identité, et en même temps, j'ai un peu de chasse. Moi, j'ai vu récemment un partenariat avec un pays, avec le Japon à Paris. Il y avait toute une saison que c'était le Japon, des expériences, un autre genre d'alliance. Mais vous avez parlé de ces deux. Je sais qu'on a Jacques-André qui est là. Est-ce que tu aurais une question pour le panel? Merci. Bonjour à tout le monde. J'ai vu des gens de Québec, de la Montérégie et de partout. Alors, bienvenue à Montréal, bienvenue à C2. Merci au ministère du Tourisme. Merci Geneviève d'avoir travaillé si fort avec votre équipe. Bienvenue à C2. Peut-être l'un des ou le premier événement B2B, B2C, parce que depuis cette année, on s'est installé dans la communauté avec notre site sur l'esplanade PVM. Je le sais, on a l'accueil de l'ouragan, c'est difficile. Demain, il annonce beau. Alors, vous allez comprendre ce qu'on veut faire.
Une chose, pour moi, un touriste d'affaires et un touriste, c'est la même chose. Un touriste agrément, c'est un humain. Et vous allez remarquer que c'est toujours les mêmes drivers qui font bouger les gens, qu'ils soient dans un mode d'affaires ou d'agrément. J'ai trouvé ça difficile durant la pandémie qu'on fasse cette distinction-là. Et c'est même dans les programmes à tous les niveaux avec nos partenaires gouvernementaux parce qu'on s'est exclus. Moi, la question que j'ai, vous me connaissez peut-être, je viens du milieu de l'événementiel depuis 34 ans. J'ai géré des grands événements, encore aujourd'hui avec ces deux. On a au Québec, partout, un écosystème événementiel qui fait rayonner nos villes, notre province, nos pays, et qui est extrêmement recherché par d'autres pays. Quand on parle de la valeur, on peut les passer, le Grand Prix Jazz, Francophonie, Montréal en Lumière, Juste pour rire, Festival d'été. On a tout un écosystème de petits événements qui s'est développé suite à cet écosystème-là, à Baie-Saint-Paul, un peu partout au Québec. On a su développer une industrie des événements d'agrément qui crée une valeur économique, une valeur touristique extraordinaire. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose avec nos événements d'affaires? Nous, en tout cas, c'est le défi qu'on se donne à ces deux. Et je pense que j'aimerais ça qu'on réfléchisse à ajuster, c'est facile, hein, c'est quelques mots à ajuster dans nos programmes d'aide pour appuyer un écosystème qui est le même qui fait les événements d'affaires et les événements culturels, sportifs. Donc, est-ce qu'on pourrait réfléchir à rapidement prendre le tournant puis appuyer? Parce qu'un événement, ça déclenche tout. Ça déclenche des chambres d'hôtel, des artisans, des chefs, des employés, des artistes, et tout ça. Alors, puis vous le savez, moi, j'aime beaucoup qu'on soit propriétaire de nos événements, qu'on ait notre marque à nous autres. Ces deux n'ont pas l'intention de faire comme South by Southwest. Ces deux vont faire venir des gens à Montréal. Et tu as parlé tout à l'heure, Caroline, des Davos. Libération avait dit, ces deux, c'est le Davos de la créativité, puis on veut rester ici, puis on veut que les gens viennent. Alors, est-ce qu'on peut réfléchir à des programmes, puis vite? C'est une question ambitieuse. Quelles sont vos idées? On rêve tous, hein, Jacques-André, d'avoir notre Rémi ou notre Fame des événements d'affaires. Tu sais que je suis avec toi là-dessus. Moi, mon souhait au niveau du financement du secteur, en fait, si je regarde les programmes qui ont été mis en place dans les dernières années, à moyen terme, je dirais, puis même demain matin, ça va prendre des programmes, en fait, qui stimulent l'innovation. Pas juste des programmes qui sont pour passer à travers ou compléter un budget ou mettre un 25 000 dans un événement spécifique. On est une industrie où l'hospitalité, on est dans le day-to-day beaucoup. Il faut se doter de capacités d'innovation. Il faut qu'il y ait des programmes qui nous permettent d'aller jouer, explorer avec les artistes, les créateurs, avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies immersives, puis qu'on puisse le faire, pas juste dans le cadre de la livraison de notre projet dans 6 mois ou dans 9 mois. Ça, je pense que moi, mon souhait, si programme futur il y a, c'est qu'il y ait des segments de ce programme-là ou des programmes qui adressent spécifiquement vraiment le développement de l'innovation et finalement de la propriété intellectuelle également, ça va de soi. Et en complémentarité à ce que tu dis, je crois que ces programmes-là ne devraient pas émaner uniquement du ministère du Tourisme, parce que c'est aussi la responsabilité du ministère du Développement économique de s'impliquer. On est un secteur industriel au même titre que les mines ou l'aéronautique. Il y a une contribution qui est équivalente, voire supérieure à d'autres secteurs d'activité. Et ça devrait être reconnu aussi par le développement économique. Le ministère du Tourisme nous appuie. On sent qu'ils sont là, mais les budgets sont limités, les capacités sont limitées, puis notre action, elle est d'abord économique. Et moi, je pense qu'on a tout intérêt à être considéré comme tel au sein du ministère du Développement économique aussi. Moi, j'ajouterais dans ce que tu viens de dire, effectivement, cette dimension culturelle, elle nous semble essentielle désormais. Nous, on a fait l'expérience dernièrement d'ajouter une capsule immersive, tout le monde le fait, hein, mais on en a fait une qui était un peu sympa. Et en fait, on s'est vu qu'il y avait énormément de liens entre le B2B et le B2C. Et également, le lieu a été défini comme un nouveau lieu d'expression culturelle.
Donc en fait, la porte de Versailles s'est dotée désormais d'un autre atout, c'est que c'est un lieu d'expression culturelle pour les artistes. Et donc à ta question, pour moi, la réponse est évidente, il faut des siloter de toute façon. Et nos lieux, nos espaces doivent être des lieux de vie. Et dans des lieux de vie, on accueille du B2B, du B2C, de la culture, de l'immersion, de l'intelligence, de tout ce que vous voulez. Et tout ça converge en réalité en permanence. Quand on a une vision silotée, on a une vision qui est un peu pauvre, je considère. Il faut rajouter des éléments. Nous, les expériences qu'on mène, en fait, ça fonctionne, mais véritablement bien, quoi. Cette culture, on parle de culture, on parle de nature, on parle d'être humain, on parle de tout ça, il faut le réintégrer désormais dans tout ça. Alors, bon, moi, je travaille en développement économique depuis longtemps. J'ai siégé sur le CA de C2 pendant plusieurs années. Pour moi, à peu près tout le monde est d'accord avec que la tarte aux pommes, c'est positif. Après, il faut regarder un petit peu qu'est-ce qu'on veut accomplir. La volonté d'être un secteur économique, c'est qu'à un moment donné, ça va vouloir dire qu'il va falloir faire une démonstration que ça a un impact économique, au-delà de l'inuité. Puis là, il faut apprendre à se discipliner. Moi, je me souviens d'années où C2, c'était comme si à partir du moment où quelqu'un mettait les pieds à C2, s'il y avait un investissement qui était fait par cette compagnie-là dans les 6 prochains mois, c'était à cause de C2. Et donc, ça faisait évidemment que l'impact de C2, c'était incroyable. C'est presque comme le PIB du Québec. Je caricature, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un manque de discipline dans mesurer le rôle économique que le tourisme d'affaires génère. Et je pense donc que là, si on s'en va dans cette voie-là, d'abord, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se discipline en disant qu'est-ce que c'est quand c'est du tourisme d'affaires? Qu'est-ce que c'est quand c'est de l'investisseur potentiel? Qu'est-ce que c'est quand c'est un secteur d'activité qui va être soutenu par cette activité-là? Puis je dirais l'autre élément, c'est qu'on mette l'accent sur l'international. Parce qu'on a aussi des événements ici qui disent hey, « moi, je suis un moteur économique ». Quand tu es dans une région, c'est facile, tu dis « je fais venir du monde dans la région ». Mais quand tu es à Montréal, ce que ça veut dire, c'est « je fais venir du monde de l'international ». Et donc là, ça nous amène à une discipline qui est qu'il y a des choses qui sont touristiques. C'est le ministère du Tourisme qui doit se dire, OK, ça, là, c'est du tourisme québécois qui ne va pas à Old Orchard, mais qui reste ici. Ça, c'est positif, c'est du tourisme. Ensuite, il y a du tourisme d'affaires. Et dans le tourisme d'affaires, il y a des composantes qui sont extrêmement importantes d'un point de vue économique. Je vais les mesurer. Et là, d'après moi, ensemble, on va les obtenir, les leviers financiers. Moi, je vous dis, le ministre Fitzgibbon, si c'est lui qui est réélu la semaine prochaine, puis s'il est dans les mêmes fonctions, il comprend cette dynamique-là. Il va juste falloir arriver avec des modèles assez clairs pour mesurer ça, puis l'argent va être au rendez-vous, j'en suis convaincu. Maintenant, je ne suis pas un politicien, je ne me fais pas élire, c'est d'autres qui décident. Est-ce qu'il y a une dernière réponse à la question? Parce qu'on arrive déjà à la fin de notre temps. J'aurais une dernière question pour vous. Fait que je me demandais, je ferais un tour de demi-cercle. Quelle serait votre dernière inspiration pour notre public ici? Un souhait, quelque chose que vous voulez les inspirer, les stimuler pour poursuivre la conversation? Je commence avec toi, Laurent. On va faire le retour inverse. Moi, je ne veux pas faire de redite parce que je pense l'avoir déjà dit. C'est vraiment à chaque fois se dire à quoi ça sert. C'est-à-dire que nous, quand on réfléchit désormais, y compris avec des designers, on se pose la question de l'usage. En fait, quelque chose existe dans le temps que s'il répond à un usage. Donc, c'est quoi l'usage? C'est quoi le besoin et comment je le couvre? Et à partir du moment où je sais répondre à ces questions, et donc on voit que la compétition, ce n'est pas forcément un sujet numéro un, c'est important, mais ça ne remplit pas toutes les cases. Si je crée quelque chose, si je contribue à quelque chose et que ce quelque chose sert véritablement à une économie, mais également à une empreinte locale, à ce moment-là, il a de bons jours devant lui. Super, retour au sens et à l'héritage. J'ai bien aimé cet héritage. Merci. Stéphane? Je pourrais répondre juste +1 sur la réaction, ou un like si on était sur les médias sociaux, mais je dirais simplement, là, encore une fois, je m'adresse aux gens de mon industrie. Je pense que mon message, c'est allons voir à l'extérieur de notre industrie ce qui se passe. Je pense que moi, le mot-clé, c'est posture de curiosité, d'opportunité, voir ce qui détecter les signaux, les pistes d'innovation dans les autres domaines, puis de fréquenter finalement des fonds qu'on a peut-être un peu moins l'habitude de fréquenter. Moi, je pense que ça, c'est peut-être une déformation professionnelle de mon parcours à C2, mais la collision des industries est source d'innovation et le secteur de l'hospitalité doit le faire davantage. Super, merci.
se provoquer, se disrupter. Merci, oui. Moi, j'aurais tendance à dire de se connecter avec nous-mêmes, avec nos valeurs. On l'a dit, c'est l'humain, hein? C'est l'industrie de l'humain qui est au cœur de tout ça. Moi, je regarde mes enfants, puis je me dis qu'il faut vraiment que je continue mes activités, mais en pensant à eux, puis est-ce qu'ils vont pouvoir faire leurs activités eux aussi? Donc, se connecter sur ce qui est le plus important, être cohérent avec nos valeurs, s'attendre au meilleur, vraiment exiger le meilleur. Ne plus faire comme avant, mais vraiment faire mieux. Puis ça inclut de protéger le climat, évidemment. Donc, on est capable de faire mieux, donc exigeons le meilleur. Merci, Caroline. Je suis totalement aligné. Moi, ce que je souhaite pour le tourisme d'affaires, c'est évidemment l'enrichissement. Donc, l'enrichissement des gens qui puissent vers où on va, donc des gens qui restent plus longtemps, des gens qui font attention à l'écologie, et puis l'enrichissement aussi également de tous les participants. Donc, évidemment, quand on fait des voyages d'affaires, c'est ce qu'on a parlé après pandémie, c'est de pouvoir reconnecter avec les gens. Et donc, c'est de pouvoir, quand on assiste à des voyages d'affaires, c'est de pouvoir repartir un peu grandi, transformé, et de se sentir meilleur que si on ne l'avait pas fait, parce que sinon, peut-être le faire à distance. Moi, je dirais, soyons ambitieux. On a tous les atouts pour nous permettre d'être à l'avant-plan, à tous les niveaux. Le Québec a ce qu'il faut en termes de connaissances, de sciences, de milieux d'accueil. Soyons ambitieux, à la hauteur du talent qu'on a. Je me disais, moi, le rêve que j'ai eu le jour où Jean-François Bouchard est venu nous voir en disant « OK, C2 », c'était juste à ce moment-là un concept. Et c'est-à-dire, on veut créer un événement où certains individus à travers la planète vont se dire « Qu'est-ce que tu fais en mai prochain? Tu vas-tu à C2? » Et que ce soit aussi inscrit dans l'imaginaire de ces gens-là que des gens qui vont à Davos ou qui vont à South by Southwest. Que quand tu dis « Tu vas-tu à C2? » que quelqu'un en face de toi, partout sur la planète, dise dans certains milieux, je sais de quoi tu parles, C2. Je suis allé il y a 4 ans, ou bien j'y vais à chaque année. Et ce que ça veut donc dire, c'est qu'il faut qu'on se donne les moyens. Est-ce que c'est C2? Moi, je fais encore le parti que c'est C2. Ça pourrait être l'intelligence artificielle et la créativité. Ça pourrait être l'entertainment. Mais mon rêve, ce serait, et ça va vouloir dire faire des choix, parce qu'on ne sera pas sur tous les tableaux, mais qu'on ait un tableau où, sur la planète, dans ce domaine-là, qui est un domaine qui nous incarne dans notre identité, les gens disent, à chaque année dans ce milieu-là, tu vas-tu à C2 ou tu vas-tu à Montréal en mai? Et si on était dans ce centre-là, bien, on aurait cette personnalité de destination d'affaires. Et je pense que ça rayonnerait dans plein d'autres propositions d'affaires à ce moment-là. Donc, osons rêver, osons aller au-delà de nos ambitions. Sur ça, je veux remercier le panel chaleureusement. Merci beaucoup d'avoir été là.